termine cette émission avec 2 sujets d'actualité internationale. La guerre en Ukraine. Quel est votre regard sur cette guerre? Est-ce que vous comprenez l'engouement des Africains autour de cette actualité-là? Je ne sais pas s'il y a un engouement des Africains. Sur les réseaux sociaux, en tout cas, on commande beaucoup cette actualité et avec même une tendance peut-être à soutenir la Russie. Est-ce que vous comprenez cette façon d'exprimer un soutien face à 2 pays qui nous sont complètement étrangers et qui sont dans une guerre? Et quelle doit être la position de l'Afrique? C'est beaucoup de questions. 2 questions. Est-ce que vous comprenez l'engouement que cette guerre a engrangé auprès des Africains et qui, là-dedans, ont tendance à soutenir un pays? Et ensuite, quelle doit être la position de l'Afrique, vous, en tant qu'homme politique? Premièrement, l'engouement est normal. Nous sommes dans un monde connecté. Tout ce qui se passe en quelque point que ce soit du globe intéresse tous les citoyens du monde. Donc, il n'y a pas que la guerre en Ukraine qui intéresse les Africains. Vous avez vu qu'il y a plein d'autres sujets. Si ça intéresse à la Champions League, ça ne pose de problème à personne. Pourquoi lorsqu'il s'intéresse à l'Ukraine, ça semble poser des problèmes? Non. Je pense qu'il est tout à fait normal que les Africains fassent leurs commentaires sur une situation de guerre. Et ce n'est pas n'importe quelle guerre, ce n'est pas n'importe quel conflit. C'est quand même un conflit qui implique une puissance nucléaire et pas des moindres. Un des membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, c'est tout à fait que les Africains soient attentifs. Mais personnellement, je ne voudrais pas que les Africains soient entraînés dans une guerre qui se passe à des dizaines de milliers de kilomètres du continent africain, où les enjeux ne sont pas des enjeux africains, où les intérêts ne sont pas des intérêts africains. Les gens qui ont déclenché la guerre, comme ceux qui soutiennent d'autres partis, savent pourquoi ils le font. Nous ne pouvons pas être, j'allais dire, des suiveurs dans le jeu de la géopolitique mondiale. Nous sommes l'Afrique, nous avons nos problèmes et nos problèmes de développement qui doivent nous occuper prioritairement, sans que nous soyons aveugles sur ce qui se passe ailleurs. Mais je ne vois pas pourquoi je dois me préoccuper plus de ce qui se passe en Ukraine que de ce qui se passe en République démocratique du Congo, où il y a eu plus de 10 millions de morts. On ne le dit pas assez, Madame Payette. On ne dit pas assez qu'il y a eu plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo, pour la guerre qui y sévit et qui continue encore avec des relents. Quelle est la couverture que la presse internationale en a faite? Moi, j'ai un rapport des Nations Unies où on a identifié les entreprises occidentales, y compris certains pays occidentaux, qui alimentaient la guerre pour exploiter les ressources minières du Congo. Qu'a-t-on fait? A-t-on jamais pris une décision contre eux? Donc, je ne voudrais pas que l'Afrique se laisse entraîner par émotion ou par je ne sais quoi. Il n'y a même pas à soutenir un camp ou un autre. Nous devons juste rester l'Afrique en disant, ok, très bien. On a fait 2 guerres mondiales. Aucune de ces guerres n'était des guerres africaines. La première guerre mondiale, c'était en Europe. Les Africains sont allés mourir là-bas. La deuxième guerre mondiale, c'était en Europe. Les Africains sont allés mourir là-bas. Pourquoi? Pour quelle contrepartie? Et en dépit de la deuxième guerre mondiale, il a fallu que l'on se batte comme on s'est battu pour obtenir nos indépendances. Que l'on nous concède à moitié. Vous avez vu la déclaration de la présidente de la Commission de l'Union européenne sur les Africains parce que sur le vote au Conseil de sécurité, nous n'avons pas voté comme on attendait que nous votions. Vous avez vu la déclaration de M. Borrell sur les Africains? Sur l'aide, on ne donnera plus l'aide. Nous sommes devenus des mendiants au point où on nous interdit même de penser. On nous appelle des États, mais nous ne pouvons pas décider de nos propres politiques. Je crois qu'il y a un problème. Il faut que nos amis, quels qu'ils soient orientaux ou occidentaux, apprennent à nous respecter un tout petit peu. Même s'ils nous trompent, mais qu'ils nous trompent avec la manière. Ce n'est pas comme ça. On ne peut pas tout le temps, justement, nous malmener de cette façon-là. Vous ne pouvez pas mener la politique que vous voulez parce que ça doit être dicté. Vous ne pouvez même pas penser une seule seconde. On nous blâme, ou en tout cas certains pays africains, d'avoir voté d'une certaine manière et publiquement. Même, ce n'est même pas diplomatique. La diplomatie aurait voulu justement qu'on les touche d'une certaine manière pour dire, mais enfin, on aurait pu. Mais on sermonne comme un maître qui sermonne un écolier ou un élève. Je pense que la génération, en tout cas actuelle, de jeunes Africains n'acceptent pas cela. Ils n'accepteront pas. Et moi, je les encourage à se considérer comme étant des citoyens du monde dignes et dignes de respect.
et qu'ils doivent se battre pour que leur continent attire le respect qu'il doit avoir. Et on ne peut l'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en maîtrisant la science et la technologie qui est vecteur du développement économique. La Chine est devenue la deuxième puissance économique du monde en 30 ans parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas prête. Après la mort de Mao, Deng Xiaoping a dit, voilà, nous sommes un pays qui est communiste, nous avons fait l'expérience, ça ne nous permet pas d'aller vite. Il a créé justement des poches, ce qu'on appelait des zones de développement économique spécial, 6 zones de développement économique spécial, où on a attiré la technologie et le financement. Ça a permis à la Chine, puisque les gens n'allaient pas en Chine, de se développer en vase clos. Le jour où ils ont ouvert les portes, on a compris que c'était devenu une puissance économique. Mais une faiblesse de la jeunesse africaine, une de nos faiblesses même de nous Africains, de manière générale, c'est qu'on parle trop. On parle, on vocifère. Dès qu'on tend le micro, l'Africain court et vocifère. Ce n'est pas ça qui change la donne et la face du monde. C'est le travail. C'est avoir une stratégie, une vision et de se mettre au travail pour réaliser cette vision. C'est simplement à ce prix-là que les gens nous respecteront. Le deuxième point d'arrêt de cette actualité internationale, on revient sur le continent africain justement. Oui. Quel regard en tant qu'homme politique et surtout légaliste, parce que vous l'avez rappelé ici, jetez-vous sur les coups d'État qui sont de retour en Afrique, si on peut parler ainsi. Le Burkina Faso, la Guinée, le Mali en ont fait les frais. Quel est le regard que vous jetez là-dessus? Est-ce que c'est l'échec de la tentative de démocratisation de l'Afrique? Est-ce qu'on peut considérer cela comme un échec? Ou alors vous êtes complètement contre les coups d'État, quelles qu'en soient les raisons? Nous vivons un moment difficile et vous-même, vous me posez là une question difficile. Parce que de la même façon que la guerre en Ukraine, si vous prenez, je ne serai pas long là-dessus, si vous prenez le franchissement d'une frontière par une force armée d'un autre pays, il y a agression. Mais en même temps, si vous situez ça dans le contexte géopolitique global et les précédents qui ont amené à la situation en Ukraine, vous comprenez que vous serez dans l'embarras. Parce que les grandes puissances mettent le désordre dans le monde et malmènent le droit international. Je suis juriste. Je suis embarrassé. Parce que si vous entrez dans un amphithéâtre aujourd'hui, vous avez du mal à savoir ce qu'il faut enseigner aux jeunes. Voilà la règle du droit international. Ça a été bafoué à un moment donné, on n'a rien dit. Mais lorsqu'elle est bafouée à un autre moment, c'est là qu'on rappelle la règle du droit international. Qu'est-ce que vous faites? Et je voudrais transposer ce raisonnement sur des questions constitutionnelles en Afrique. On est vraiment embarrassé. Mais en même temps, ce qui nous interpelle, si nous ignorons l'origine de ces coups d'État, je pense qu'on fait une analyse bancale. J'ai eu beaucoup d'espoir avec ce qui se passait en Afrique de l'Ouest. Les démocraties qui s'implantaient au Sénégal, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, des chefs d'État élus à l'issue des élections. Et subitement, il y a comme un coup d'arrêt. Bon, au Ghana, on peut citer le Ghana, le Nigeria, j'ai cité que les pays francophones, mais on doit citer les pays anglophones. Il y a une démocratie bien installée au Ghana aujourd'hui. Je m'en félicite, je suis heureux. Voilà un pays que j'ai visité à un moment où Accra ne ressemblait à un gros village. Aujourd'hui, entre 2005 et 2022, le Ghana a multiplié sa richesse par 8. Le Cameroun a multiplié la sienne par 2, je crois, oui, par 2. Donc, nous, ils étaient derrière nous, ils sont 4 ou 6 fois devant nous maintenant, grâce à la démocratie. 3 présidents ghanéens sortants ont été battus après un seul mandat, ils ont respecté. Et le pays a continué à bien fonctionner. Donc, je ne pouvais qu'être heureux d'observer justement cette tendance lourde en Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une ingénierie maléfique en Afrique francophone qui consiste à triturer les constitutions, à ne pas respecter, à bafouer, à fouler aux pieds la loi fondamentale d'un pays. Vous êtes élu pour 2 mandats et vous savez quand vous êtes élu que la Constitution dit que vous serez là pour 2 mandats. Une fois que vous y arrivez, vous modifiez la Constitution pour passer à un 3e mandat. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai beaucoup étudié, analysé dans mes écrits la question de l'interdiction de la conquête anticonstitutionnelle du pouvoir. C'est un des principes de l'Union africaine, après avoir d'ailleurs été créé en Afrique de l'Ouest. Mais la conquête anticonstitutionnelle du pouvoir ne doit pas s'entendre simplement de ceux qui prennent le pouvoir par les armes.
C'est ceux qui font le coup d'État constitutionnel en manipulant la Constitution pour se donner un nouveau mandat. Car c'est de cela qu'il s'agit. Si nous n'abordons pas la question de cette manière-là, en regardant toutes les facettes, alors effectivement, on va mettre du plâtre sur une jambe de bois. Mais ça ne change pas le fait que c'est une jambe de bois. Il va falloir en réalité qu'on revise au niveau de l'Union africaine, pas réviser, mais que l'on explicite le contenu de ce principe très clairement et que d'une façon ou d'une autre, on voit quel type de mécanisme on doit mettre en place pour que des dispositions qui limitent le nombre de mandats présidentiels dans un pays ne soient pas modifiées par un tour de passe-passe qui consiste à dire on organise un référendum dans les conditions que nous connaissons. Mettre sur le même pied d'égalité toutes sortes d'actes anticonstitutionnels. Absolument. Que ce soit les changements des textes comme on veut et quand on veut. Absolument. Pour les coups d'État. Absolument. Merci beaucoup Maurice Kamto. C'est moi qui vous remercie. On vous permet de sortir de cette émission.